Bienvenue dans Mindways, le podcast où j'explore l'art de l'amélioration quotidienne en puisant mon inspiration dans les méthodes des plus grands entrepreneurs, sportifs de haut niveau et artistes internationaux. Je suis convaincu que chaque jour est une nouvelle chance de progresser. C'est pourquoi, dans ce podcast, je t'invite à passer à l'action avec moi et mes invités, à découvrir ces techniques et à les mettre en pratique dès à présent. Je suis Sébastien Corlouer et je suis ravi de t'accueillir dans cette quête d'excellence. Prépare-toi à t'élever vers de nouveaux sommets avec Mindways. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast Steven Herteler qui, après avoir réalisé un tour du monde, développe son activité en tant que photographe et influenceur, soulignant l'importance de la passion et de la liberté dans son travail. Il va t'expliquer comment il a construit une audience significative sur les réseaux sociaux et comment cela a indirectement soutenu sa carrière de photographe. Il abordera les défis rencontrés pendant la pandémie de Covid-19, y compris la gestion financière et les ajustements professionnels nécessaires pour s'adapter à la situation mondiale changeante. Enfin, il nous parlera de ses différentes activités et comment il s'est réinventé comme entrepreneur avec pas moins de 5 entreprises. Steven, bonjour et Hello. Bienvenue. Merci beaucoup, quelle intro magnifique. T'as vu ça ? C'est ce que je disais à Eve avant. Ok. Je m'applique beaucoup sur l'intro. Ah ouais, ça fait Je plaisir. sais pas la faire de tête, c'est pour ça que je la lis. Mais voilà, après maintenant c'est plus discussion. Ok. On essaie de rebondir, j'ai quelques bullet points, Ouais. mais dans l'ensemble, voilà, on va pas revenir sur tout ton tour du monde. Il y a Ouais. plein de podcasts qui en parlent. Je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse parce que le parcours est passionnant. On va arriver juste vers la fin, au moment où tu développes ta page Facebook. Ouais. Comment tu lances cette page Facebook ? Comment très rapidement elle grossit avec ce côté et photo et mindset. Parce que je pense qu'on a beaucoup de points communs mindset, on en reparlera. Ok. J'ai plein de questions sur Tony Robbins notamment. Trop bien. Ah bah ouais. Alors là. J'ai hâte de savoir un peu tout ce qui se cache derrière. J'ai vu le reportage Netflix, mais toi, tu as vécu l'expérience, donc hâte de savoir. Donc, parle-moi un petit peu de cette page Facebook, comment t'en arrives à ton studio et Covid-19 qui arrive, là, les choses se compliquent. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu rebondis, comment ton business évolue avec maintenant 5 entreprises, donc c'est quand même, t'es passé de une entreprise à 5 dans un moment qui était compliqué. Voilà. Ok. En gros, alors déjà, avant tout, je m'excuse un tout petit peu. Je viens de me faire poser un appareil pour redresser les dents. Ça fait quelques jours et j'ai la langue toute coupée, donc il y aura un petit zozotement. Donc désolé pour l'écoute. Et donc, en fait, la photo, moi, ça a toujours été ma passion. Je l'ai fait quand j'étais gamin, je l'ai fait quand j'étais en entreprise pour m'amuser. Et à un moment, je me suis dit, je veux devenir photographe. Je me suis lancé, ça a plutôt bien marché. Et quand j'ai réussi à devenir photographe, je me suis dit, ok, en fait, je veux devenir voyageur. Donc là, mes potes, pour se remettre un petit peu dans le contexte, tu as un job en entreprise, tu as un CDI qui marche bien. Tu dis à ta famille, à tes potes, j'arrête tout. Je vais me lancer comme photographe en 2010. Là, t'as tout le monde qui te dit, mec, t'es un taré. C'est pas un vrai métier. Qu'est-ce que tu fais ? C'est clair. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Moi, j'avais pas de réseau. Je bossais déjà. À l'époque, j'étais déjà parti sur 1 ou 2 voyages avec Canon qui m'avait prêté du matos. Et c'est ce qui m'avait fait penser, ok, s'il y a une marque connue qui me suit, c'est quand même le signe qu'il y a des pros qui pensent qu'il y a un truc. Mais c'était le seul indice que j'avais. Bon, je me lance, ça marche. Là, ma famille a dit, putain, franchement, bien joué. On n'aurait pas parié, mais tu l'as fait, t'as bossé, c'est cool. Et en fait, 1 an plus tard, je leur dis, non, mais en fait, ce que je veux, moi, c'est partir en tour du monde. C'est ça qui m'éclate vraiment. Je veux voyager. Je veux devenir aventurier et voyageur. Encore moins un métier. Il n'y avait toujours pas les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pars en 2011. Si je me trompe pas, 2011, c'est la création d'Instagram. Ouais, ça doit être par là. Tu vois, avais déjà un peu Facebook, mais c'est tout. Facebook, il y avait, mais à l'époque, c'était pour retrouver des potes de lycée que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Ouais. En tout cas, c'était pas pour devenir influenceur. Le mot n'existait pas vraiment. La version améliorée de copains d'avant. Ouais, c'est ça. On a le même âge, donc. Mais moi, en plus, je l'ai fait. Désolé les gens, on est un peu dinosaures. C'est pas grave. On assume. Ça, c'est un truc que connaîtront pas les jeunes d'aujourd'hui, de se dire, t'as pas vu quelqu'un depuis 7-8 ans et tu tapes son nom pour rigoler, tu dis attends. Est-ce que ce mec ou est-ce que cette fille existe encore, existe encore ça, tu vois, et tu cherches et tu es genre non, maintenant elle a des enfants ou il a des enfants. Donc voilà, c'était cette époque-là et je me dis je veux devenir voyageur et je suis ultra content que ça a été avant l'avènement des réseaux sociaux parce que je sais que si c'était le même contexte aujourd'hui 10 ans plus tard, je le ferais aussi potentiellement pour
les likes potentiels, l'impact potentiel. Ouais, pas pour la même raison, quoi. Pas ouais. pour l'aventure juste voyage, mais parce que tu as une idée de rentabilité derrière, quoi. Ben, exactement. Ouais. Et là, c'était absolument désintéressé. Enfin, pas vraiment désintéressé, mais c'était que personnel. C'était kiff perso. C'est comme ça que je vois ma vie. Je sais pas du tout où ça va mener. J'ai aucun exemple sur Internet qui existe parce que c'était pas le thème. Il y avait pas d'influenceurs voyage et tout. Il y avait quelques grands voyageurs. Il y avait déjà Yann Arthus Bertrand. Il y avait voilà des. Ouais, Mike Horn, des gens, ouais, des gens exactement, comme ça. Ouais. Exactement. Ouais. Mike Horn m'avait inspiré à l'époque. Et c'est tout. Et donc Sebastião Salgado aussi m'avait inspiré, tu vois. Et bon, je me lance en voyage entre guillemets. Donc en fait, pour le faire plus simple, parce que ça fait un peu grand, tu vois, je me lance en voyage. En fait, quand je me lance en photo, pour la première fois de ma vie, j'ai un peu de sous sur mon compte en banque, et je me dis, bah, vu que j'ai des sous, je pars en voyage. Ouais. Ça part comme ça. Et je pars en tour du monde. Je m'éclate, je fais 2 ans de photo, je reviens, et rien. C'est-à-dire que je me dis, je vais peut-être sortir un livre un jour, mais c'est tout, pas plus loin. En tout cas, je poste rien sur les réseaux. T'as des disques durs qui sont blindés, mais tu sais pas quoi en faire pour le moment, quoi. Bah alors, en plus, le plus drôle, c'est que donc là, mon tour du monde était de 2011 à 2013. Il avait une thématique très très forte puisque c'était aucun bagage, donc juste les mains dans les poches, aucun avion, donc que des bateaux et tout, aucun hôtel, donc à dormir chez 700 familles différentes. Donc l'histoire est dingue, mais comme je suis toujours passionné par 10 000 trucs, je reviens en France avec l'idée de faire un livre et je me lance dans d'autres trucs et je ne fais pas ce livre et le livre n'existe toujours pas aujourd'hui. Il y aura peut-être un jour. Peut-être un jour. Et donc, hasard de dingue, il y a 4 jours, précisément 5 jours, enfin le week-end dernier, il y a 5 jours, j'ai retrouvé un disque dur de 2002. Donc c'est mon disque dur qui va de 2002 à 2012, enfin à 2013, le retour de mon tour du monde. Et donc j'ai retrouvé toutes mes photos de mon premier voyage en Inde, de mon tour du monde, etc. Donc peut-être que ça va donner quelque chose. On va voir. T'as remis le doigt dans la matrice. Ah ouais, bah j'ai revu des trucs, je me suis dit, attends, mais c'est absolument hallucinant d'avoir shooté tout ça. Et on sent que c'est pas fait pour les réseaux sociaux. Ouais, c'était pas pensé pour, quoi. Clairement pas. Et là, on va en reparler, mais aujourd'hui, ce que je produis, c'est. Il y a aussi un angle, est-ce que ça va marcher sur les réseaux ? Oui, bien sûr. Forcément. Et à l'époque, non, c'était plutôt. Il y avait quand même une intention, c'est est-ce que ça marcherait dans un livre ? Et ou est-ce que la photo va être intemporelle ? Et est-ce qu'elle est juste ? Et est-ce qu'elle va vraiment poser un jalon dans mon histoire. Ce qui est l'essence même du photographe, finalement, du vrai photographe. Pour l'analogie, c'est toujours un discours qu'on peut avoir dans mon vrai job, où tu as le vrai photographe et le photographe influenceur, où tu sais pas trop, tu vois, s'il est vraiment photographe, même si, on en parlait tout à l'heure, les métiers changent, et progressivement, en fait, ces influenceurs, au départ, deviennent des photographes parce qu'ils se sont passionnés par le truc et qu'ils ont compris les codes, et forcément, ils sont plus efficaces que des purs photographes parce qu'ils ont ce côté réseau, etc. Mais effectivement, la photo est pas la même. Tu vas la pimper pour qu'elle soit jolie, qu'elle soit regardable, machin. Tu vas saturer peut-être les couleurs, etc. Là où un vrai photographe, il va avoir une patte. Effectivement, tu regardes des photographes. Moi, il y a des photographes, je regarde la photo sans qu'on me dise qui c'est. Je peux te dire qui c'est parce que il y a une signature, quoi. Tu regardes, je prends Maud Chalard par exemple. Tu regardes des photos de Maud Chalard. Voilà, quand argentique, tu connais, tout le monde à poil en train d'aller dans une rivière. C'est ça, globalement, t'as tous les codes. Avec un feu de camp avec un feu de camp et un chapeau et t'y es, quoi. Des bises à mode. Mais voilà, effectivement, t'en as, ils ont une vraie signature. Les réseaux, tu regardes, globalement, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une vraie question philosophique là-dessus que j'adore, qui est que la photo, elle se situe à la rencontre entre un public et un créateur. Et le photographe pur, il va avoir une intention, il va créer son œuvre et il va la proposer, ça tombe sur une photo que le public il aime ou pas. Et un influenceur, il a peut-être le regard inverse de se dire, ok, je vais le construire pour le public, pour que ça marche, pour que ça ait un impact, quand bien même la photo, elle n'est pas prioritaire, tant qu'on voit un peu ce que je veux dire, je m'autorise des retouches, je m'autorise des mécanismes, par exemple, utiliser du waouh effect, utiliser des façons de faire qui vont créer du waouh. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes qui sont avec une signature très forte, avec un message très fort, mais qui vont pas forcément jouer le jeu du buzz. Et donc, ils auront moins d'impact sur les réseaux. Et il y a des influenceurs qui vont faire que des trucs qui buzzent, mais ils vont pas être reconnus comme vrais photographes, entre guillemets. Et pour moi, c'est là que se situe le truc. C'est sur... Et je pense qu'il y a des gens, ils le comprennent même pas. Il y a des photographes, ils comprennent pas pourquoi ils percent pas. Et puis, il y a des influenceurs, ils comprennent pas pourquoi ils sont pas respectés en tant que photographes. Et je pense que c'est autour de il y a ce concept. un truc
à affiner en tout cas, mais progressivement on voit déjà que le métier change et que ça s'affine de plus en plus. Et qu'en vrai les deux sont en train de fusionner, ça devient compliqué d'être photographe sans jouer le jeu des réseaux aujourd'hui, tout comme c'est presque plus possible d'être politicien sans faire des réseaux, d'être... Il n'y a plus grand chose de possible sans faire des réseaux. C'est compliqué. Hein. En 10 ans ça a été un raz-de-marée. Et donc du coup voilà, je me lance en photo, je me lance sur les voyages, et il y a un tournant, donc c'est en 2015, où une suite de hasards, mais on dirait un film le truc, en gros, donc toujours dans mes délires de l'époque, après m'être dit je veux devenir photographe, puis m'être dit je veux devenir voyageur, je me dis je veux devenir DJ, et donc on part avec mon meilleur pote, on part à Berlin et on va faire un album électro. Là, à un moment, je te le fais très court, on va en boîte, je vois un gars qui est franchement le sosie de Neo dans Matrix. Je vois le gars, je fais ok, lui il faut qu'il joue dans notre clip, parce que je faisais toujours de la photo et de la vidéo. Donc je vois le gars, je vais le voir en boîte à Berlin, je dis mec c'est fou, tu ressembles à Neo, et le mec parle français alors qu'on était en Allemagne, donc on devient pote. Il s'avère que c'est à l'époque le plus gros blogueur voyage en France. Il s'appelait Ryan le sac à dos, aujourd'hui il a arrêté cette industrie, mais bref, on sympathise, mais pas sur la photo et pas sur le voyage, sur la musique à la base. Et je te le fais court, 1 an plus tard, on est très potes, on décide de partir ensemble en tour d'Europe, et le deal c'est que moi, alors on part à 3, moi je leur apprends à faire de la photo, Ryan il nous apprend à faire du blog, et Paul il nous apprend à faire de la mécanique parce que c'est un road trip, donc il nous apprend à retaper un van, et on se lance vers l'Iran qu'on n'atteindra jamais parce qu'on n'a pas réussi à avoir les visas, mais on parcourt 25 pays, et en gros genre il n'y avait aucune stratégie, on était vraiment 3 potes qui partent. Ce qui est souvent une des clés des entrepreneurs. Quand tu regardes les parcours entrepreneuriat au départ, il n'y a pas de stratégie, quoi. C'est tout le monde dit il faut pondre un business plan, mais en fait quand tu regardes les vrais entrepreneurs aujourd'hui, il y en a les 3/4, ils te pondent un business plan le jour où ils ont besoin d'une levée de fonds, mais sinon ils se lancent et puis tu vois, quoi. C'est exactement ça. Et en fait ce qui nous a drivé, c'est l'amitié, le fun, la rigolade, l'esprit d'aventure, et on va voir ce qu'on peut faire. Et on s'était quand même dit genre ce serait bien de faire un truc de ouf, mais il y avait rien de concret, il y avait pas de projet réel, quoi. Non, on savait qu'on voulait aller juste partager, quoi, c'est tout, quoi. Partager, s'éclater, et donc du coup voilà, la mayonnaise a pris, c'est-à-dire que moi je leur ai montré comment on faisait des photos, et Ryan il nous montrait comment on faisait du blog, mais en nous montrant le blog il nous a dit les gars, il y a quand même un nouveau truc là, c'est Facebook, les pages Facebook. C'est quand même une manière d'avoir de l'impact, etc. Et il me fait comprendre le mindset, Ryan, et ça, c'est une des clés qui fait que j'ai pu tout de suite me lancer. Il m'a dit, sur les réseaux sociaux, ce qui marchera demain, ça va être d'apporter de la valeur aux gens. Ça va pas être de te mettre en avant toi pour raconter que tu es meilleur que les autres, et pas dire regardez, je suis photographe, regardez ce que je fais de ouf. C'est plutôt, trouve le truc qui t'est propre, sur lequel tu peux inspirer les gens, et inspire-les. Il m'a dit ça, moi j'ai dit vas-y, on va faire ça. Donc j'ai posté des photos que j'aimais, que je faisais, et puis je mettais des textes avec où je me disais moi ma philosophie, après 2 ans de tour du monde, après avoir quitté un CDI pour me lancer et faire ce que j'aime, en gros ma philosophie c'est t'as qu'une vie, c'est ta responsabilité d'en faire quelque chose. Si ta vie elle est nulle, c'est aussi de ta faute. Si elle est géniale, c'est grâce à toi, tu peux en prendre la responsabilité. Bien sûr il y a de la chance, bien sûr il y a du réseau, bien sûr, etc. Après tu crois vraiment à la chance? Moi j'ai entendu plein de podcasts où effectivement tu crées ta chance. C'est-à-dire que c'est parce que tu as fait plein de trucs, parce que tu as fait ton tour du monde, parce que tu as fait ce voyage là, que tu as croisé ces gens là, en fait tu crées des opportunités, et tu te rends quelque part prêt à saisir l'opportunité quand elle arrive. T'as plein de gens qui ont des opportunités qui voient passer devant eux, et en fait ils la détectent même pas parce qu'ils n'ont pas fait tout ce travail avant de se dire j'ai fait ça et puis ça et puis ça, et donc du coup là il y a un truc et je peux le prendre. Il y a un coach sportif, j'ai plus le nom là en tête, c'est exactement ça. Parce qu'il s'est formé en anglais, parce qu'il était dans la bonne salle au bon moment, etc. Il croise la bonne personne qu'il met en relation, et il va entraîner les Kardashians et compagnie, quoi. C'est cette jonction qui fait que parce qu'il s'est préparé, il était prêt au moment où l'opportunité était là, quoi. Et j'ai une bonne analogie là-dessus aussi. Tu connais l'analogie de la voiture rouge sur la chance? Que tu vois partout. En fait c'est t'achètes une voiture rouge et du coup t'en vois partout. C'est sur la même logique. Et tu vas voir, est-ce que tu saurais me dire aujourd'hui combien t'as vu de voitures rouges? Non. Ok.
quand tu te réveilles ce matin, je t'envoie un SMS, je te dis je te donne 100 € à chaque voiture rouge que tu croises, est-ce que tu penses que tu saurais combien t'en as vu? Il y a moyen, ouais. À la voiture près. Il y a sûr. moyen. Et en fait, c'est juste que t'es pas en train d'essayer de chercher les voitures rouges, donc tu les vois même pas. Ouais. Et la chance, c'est pareil. C'est si t'es dans ton canapé, tu regardes Netflix toute la journée, versus si tu te dis, ok, je dois monter un business sur le bien-être. Et il faut que j'ai les meilleurs yogis de France ou quoi que ce soit, bah, tu vas en parler, tu vas identifier les trucs, tu vas voir la petite pub. Donc oui, la chance, elle se crée. T'ouvres tes chakras un peu sur ce que tu cherches en fait. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et donc du coup, voilà, on est avec nos potes, on lance le truc. Et alors là, j'ai eu pile le bon positionnement. C'est-à-dire que début des réseaux sociaux, début du mindset de masse, des coachs mindset. Alors, il y en avait plein. Hein, Tony Robbins, ça fait 40 ans qu'il existe. Mais je veux dire, le commun des mortels ne lisait jamais de trucs motivants. Et moi, je lisais juste les trucs qui étaient normaux pour moi. Genre ce qu'on vient de dire. Genre, il faut, aller dans une culture étrangère, ça te permet de te tester à la lumière d'une autre culture. Ce genre de choses, quand tu l'as jamais vu, waouh, ça te voilà. Et en fait, à l'époque sur Facebook, il y avait beaucoup de trucs nuls, genre ton oncle qui poste les photos de son barbecue. Donc en fait, quand t'es dans un endroit où il y a ton oncle qui poste les photos de son barbecue et un mec qui fait le tour du monde, qui te met des photos de ouf et qui te met des mindsets qui te motivent, bah ma page elle a explosé. Ouais. Donc pendant le tour donc ça a duré 3 mois. En 3 mois, je suis passé, je pense, à 100 000 followers, enfin fans, ça s'appelait sur Facebook. Ouais. Et puis sous un an et demi, 500 000. Ce qui est pour l'époque est énorme. Hein. Ah ouais, alors, franchement, je sais pas s'il y a beaucoup d'influenceurs Facebook. Alors aujourd'hui, je pense beaucoup moins. Ouais, c'est clair. Mais à l'époque, t'avais que ça, ou quasiment que ça. Instagram, c'était des carrés moches. C'était pété, hein, Instagram au début. Hein. Ouais. Et maintenant, il y a quasiment plus que ça. Ouais. Bon, il y a TikTok qui a un peu rebattu les cartes, mais Facebook, ouais, à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Donc ça a été l'explosion, ce truc-là. Et en fait, après 2015-2016, j'ai commencé à vouloir vraiment me lancer en photo. J'ai mûri aussi, tu vois, je prenais de l'âge, je sais plus quel âge j'avais, genre 35 ans, tu vois, à ce moment-là. Et je me dis, ok, il est peut-être temps de construire un truc un peu solide. Donc c'est cool, j'ai des fans. J'ai l'intuition que ça va pouvoir me servir. Il y a 500 000 personnes qui m'écoutent et qui me font confiance. Je vois pas comment, mais peut-être qu'il y a un truc à faire demain. Ouais. Et je me dis, on va essayer de diversifier. Et là, je fais une erreur stratégique. Pendant 1 an, je me mets à fond sur Snapchat. Donc je chope plein de gens sur une grosse audience sur Snapchat, à fond, tout le truc et tout, mais pas ma vibe. Donc j'ai toujours pas compris, moi. Des collégiens, des lycéens, un réseau social que j'aime pas. Ouais. En fait, j'ai pas du tout aimé le truc, et donc je développe une audience qui, en fait, je sais pas, sert à rien finalement. Tu vas rien en faire, quoi. En vrai, maintenant avec du recul, je me dis Snapchat, c'est plutôt pour délirer avec tes potes et envoyer des blagues. Ouais. Bon, mais à l'époque, je l'avais pas identifié, et donc je me lance encore 1 an après sur Instagram, donc genre 2017, et voilà, le truc prend bien, bien, mais pas autant que Facebook, tu vois. Ouais. Donc on atteint 150 000 fans, followers. Voilà, donc ça c'est l'aventure des réseaux sociaux. En parallèle, je développe la photo, et je commence alors moi je suis expert en cosmétique, publicité, photo très haut de gamme. Ça marche bien. Et puis 1 marque, 2 marques, 5 marques, 10 projets, 20 projets, 50 projets pendant des années. Et puis à un moment, vitesse de croisière, 2019, j'avais mon année qui était trop bien répartie entre des voyages de dingo et des shoots de dingo. Donc je faisais campagne L'Oréal professionnelle en Corée, et puis ensuite voyage au Groenland pour aller photographier des ours polaires, donc vraiment des années super. Ouais. Et j'achète le studio où on est aujourd'hui. Ouais, et merci de m'accueillir ici. Avec plaisir. Je vous disais tout à l'heure, première interview en physique, c'est cool, et dans un cadre super bien, donc top. Le lieu est génial, il est à l'image du lieu de mes rêves, mais il a fallu le sauver, parce que c'est vrai que le Covid, ça a été un énorme challenge. Ouais. Gros challenge. Ouais, parce que toi tu faisais beaucoup de voyages, t'inspirais les gens beaucoup par des photos de voyage. Ouais. Covid, confiné, nouveau pour tout le monde, même si c'était pas le premier confinement de l'histoire, c'était le premier pour nous. Ouais, c'est ça.
on se retrouve tous enfermés à se dire qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Ouais. Et pour les gens qui ont des business, compliqué. Alors il y avait des aides pour certains, tu remplissais les conditions, pas les conditions. Toi, tu viens de lancer ton truc, tu viens d'acheter le studio, et là, boum, faut fermer la boutique, quoi. En fait, j'ai eu vraiment pas de bol sur tous les plans. L'influence voyage s'arrête. Un, parce que t'as pas le droit de voyager, et deux, parce que c'est très mal vu même de voyager. Et le studio, les pubs, on n'avait plus le droit d'en tourner. Et de toute façon, les boîtes gèlent leur business, enfin leur tout le monde a tout gelé. Ouais. Et le problème que j'ai eu, c'est que j'ai changé ma structure au moment de l'achat du studio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les aides, on m'a dit quel était votre chiffre d'affaires l'année dernière? 0. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'aide. Donc je me suis retrouvé avec ici à payer, toute petite équipe, 2 personnes, mais quand même, donc 2 salaires. Et donc ça a été très très chaud. Et puis en plus, il y a eu une grosse métamorphose pendant le Covid. C'est que, je sais pas si tu l'as vu passer, mais le voyage, c'était très cool jusqu'en 2020. Et depuis le Covid, le voyage, ça a détruit la planète. Ouais. Mais il y a ce côté spectaculaire comme changement. Ouais. Ce côté bilan carbone, c'est pas bien de voyager, vous allez détruire la planète. Ça a explosé pendant le Covid. Ouais. Je pense que c'est une histoire de génération. Je pense que y a des gens qui ont eu 18 ans et que c'est les enfants. Enfin, je suis pas très bon en génération, mais c'est genre la génération Z ou X qui doit. Et puis est-ce que c'est pas les images qu'on a vues aussi, de la nature qui reprend ses droits. C'est vrai. Tu vois Venise, d'un seul coup, l'eau a jamais été aussi transparente parce qu'il y a plus de bateaux. Prise de conscience. De conscience de tout le monde en se disant merde. Effectivement, c'est pas mal en fait quand il y a pas des avions partout et des bateaux. Quoi. Exactement. Donc du coup, très très chaud comme période. Et là, il a fallu beaucoup de résilience, de créativité et agir très rapidement, puisqu'en fait la trésorerie elle fondait, j'avais un peu de trésor d'avance en cas de coup dur, mais j'aurais jamais imaginé ce genre de coup dur. Je m'étais dit je pourrais me péter une jambe. Tu sais, quand t'achètes, tu dis de toute façon c'est impossible que la planète entière s'arrête de tourner, que je perde tous mes clients et qu'il y ait plus de cash qui entre. Alors hold my beer, genre bouge pas. Fuck, 6 mois plus tard, j'achète le truc, 6 mois plus tard c'est bloqué. Un peu chiant. Et donc j'avais de la trésor pour tenir 2-3 mois. J'arrive à espacer, à tenir 6 mois, mais quand le président annonce qu'on reconfine, là je lui dis ok, voilà, je suis foutu. Et alors là, énorme coup de chance encore une fois, l'été, je recrute un filmmaker et par ailleurs on discute avec Canon d'un projet pour tester un nouveau boîtier, le R6, en Tour de France. Et donc en fait, moi je me dis ok, le projet que je vais faire, c'est une chaîne YouTube où je vais faire plein de vlogs partout autour de la France. Quand le confinement se réannonce, je réfléchis le truc et je me dis ok, est-ce qu'on peut pas... Je trouve pas tout de suite. Ouais, donc tu étais parti dans l'optique de mettre ça à dispo gratos sur YouTube, quoi. Ouais. Pour moi c'était comme j'ai toujours fait l'influence. En fait, jusqu'à ce stade-là, j'avais gagné 0 € avec l'influence. Et pour moi, le but, c'était je gagne suffisamment ma vie sur la photo, je m'éclate, je cherche pas à gagner tu cherches pas à diversifier, quoi. Ouais, je veux juste au maximum inspirer des gens, tout simplement. Je veux au-delà de, je veux avoir de l'impact et avoir aidé, j'en sais rien, 1 million de personnes à se dire en fait ma vie, si je me motive un peu, elle peut être un peu mieux. Juste planter des graines. Et donc la chaîne YouTube va dans cette lancée. Et en fait, en septembre ou octobre, je me dis, j'essaie de relier tous les points. Je me dis, on est bloqué à la maison. On a une boîte de prod, mais pas de clients. Mais j'ai quand même une boîte de prod et des gens talentueux qui savent produire. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre comme vidéo, qu'on s'achèterait à nous-mêmes? Et là, je me dis, attends, mais c'est vrai qu'on a fait le Tour de France. Et c'est vrai que j'ai des audiences qui aiment bien la photo et qui me suivent pour la photo. Et là, d'un coup, je connecte et je me dis, attends, mais une formation en ligne de photos à mes audiences grâce à la... Bon, tu vois, je connecte tous les points. On lance le truc. Tout le monde s'ennuyait pendant le Covid. Ouais, j'allais dire meilleur plein. moment. Carton plein, laisse tomber. Genre, et je me rends même pas compte au début, mais il y a plein d'élèves qui nous rejoignent. Nous, on s'éclate à tourner la formation. Nos élèves nous écrivent genre ouais, trop bien, je vais mettre à la photo. Il y en a aujourd'hui qui sont photographes pro, qui en vivent bien et tout. Ouais, c'est trop cool. Là, je pense déjà à 3-4 personnes qui sont venues ici, qui m'ont dit ouais, Steven, je me suis lancé avec ce que tu m'as appris, donc trop bien, tu vois. Et voilà, donc ça permet de faire survivre le studio en lançant l'académie. Et on tient pendant le Covid. Et puis le Covid passe, on relance la boîte. Et là, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Je commence à m'en rendre compte aujourd'hui, là, depuis quelques mois.
je me suis pas rendu compte que cette épreuve, elle m'avait fait largement step up en business. C'est-à-dire que je suis plus le gars, c'est un peu dommage, tu vois, mais je suis plus l'aventurier à l'arrache qui part avec des potes en tour d'Europe sans avoir de projet. Ouais. Maintenant c'est carré, on a une stratégie, on sait où on va. Et en fait, quand on a relancé le studio, il a repris beaucoup plus fort qu'avant quand j'étais tout seul. Et est-ce que tu penses pas que c'est un effet global, parce que nous c'est la sensation que j'ai, hein. Après c'est peut-être une pure sensation, mais globalement je trouve que Samy 2021 c'est un peu traîné de la patte, ça reconfinait un peu à moitié, c'était encore compliqué, et d'un seul coup on a tous pris une claque. 2022, moi je me rappelle deuxième semestre 2022, j'ai pris une tarte dans la tronche, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Deuxième semestre 2023, la même en pire. Ah ok. Cette aussi, année, je pense que ça va être chaud patate aussi. En plus, JO machin, ça va être compliqué. Donc il y a une espèce d'accélération globale. Est-ce que tu penses que c'est juste ça, ou est-ce que tu penses que c'est justement ce côté moins innocent où tu t'es dit attends, là j'ai failli prendre le bouillon. Maintenant, il faut que je cadre le truc. Déjà, il faut que je prenne de l'avance en termes de trésor, parce que si jamais il y a la Covid 27 qui arrive, qu'est-ce qui se passe? On est prêts, nous. Ouais, voilà, t'as anticipé ce truc-là, et du coup, t'as recalibré tout. Ou est-ce que c'est juste une accélération mécanique, systémique, en fait, du truc, quoi? Ma réponse, ça va peut-être te paraître un peu perché, mais parfois, on a tous eu ça. Mais parfois, j'ai quand même l'impression d'être dans le Truman Show, tu vois, et de me dire, c'est quand même fou que le monde suive mon évolution. Alors en vrai, c'est sûrement plutôt moi qui suit le monde, qui suit le monde. Et je pense que chaque personne sur Terre s'est toujours dit que le monde est fait sur mesure pour lui, et que c'est fou que pile à cet âge-là, il m'arrive ce challenge. Mais tout est très bien fait quand même. Oui, j'ai tendance à dire que rien n'arrive par hasard, et que globalement, si t'as un truc, un caillou que tu rencontres, il y a une bonne raison. Ouais. Donc là, il est arrivé au moment où il fallait que je mûrisse et que j'arrête de faire les trucs à l'arrache. Alors, si j'ai envie de construire quelque chose de grand, et c'est ça le cas. Tu vois, je veux construire un studio impactant. Je suis passionné de photos et je veux faire des photos qui vont avoir un impact sur le monde. Donc voilà, je pense que c'était important de passer à l'échelle, de constituer une équipe, de savoir manager une équipe, de continuer l'aventure des réseaux sociaux, mais de se professionnaliser en même temps pour être capable de payer tout le monde. C'est finalement, tu as fait plein d'étapes, une espèce de multiple. C'est-à-dire qu'effectivement, tu passes d'une boîte un peu à l'arrache, où globalement, super, tu as des business qui tombent, et tu réponds au business, et puis ça se fait de manière naturelle. Maintenant, il faut que je restructure ma boîte de manière vachement plus carrée, parce que globalement, je suis passé pas loin de la correctionnelle, et là, maintenant, il faut faire un truc un peu... Voilà, on va essayer de se remettre dans les rails. En même temps, tu recrutes plus de gens. Donc tu réapprends finalement, ou tu apprends un rôle de manager. J'ai tendance à dire que tu te lèves pas le matin en disant ça y est, je suis manager, c'est bon. Tu te casses bien les dents pour y être passé du jour au lendemain, tu vois. Et c'est souvent ça dans les boîtes. T'es salarié, puis du jour au lendemain tu passes manager des gens avec qui tu bosses. Ça c'est un peu la punition, hein. C'est le truc, quand t'es dans une boîte, que tu bosses avec des gens, t'es dans l'équipe, etc. Donc t'as un chef au-dessus, et un jour tu prends la place du chef. Tout le monde te regarde. Et tes potes, maintenant c'est tes collaborateurs. Et là ça change complètement le mindset, et tu vas forcément, tu te casses la gueule. En général, le premier poste de management, c'est souvent une souffrance. Et puis du coup, tu t'intéresses à plein de trucs, notamment au fonctionnement du cerveau humain, parce que tu essayes de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Donc nouvelle réorganisation du business, management, ça fait beaucoup de trucs d'un seul coup. Comment t'as appréhendé le truc, quoi? En vrai, je pense que la photo, pour moi, c'est une manière de traiter une passion qui est encore plus enfouie, et le voyage. Moi, ma passion, c'est de me dire, la vie, elle est absolument incroyable, et ça m'intéresse de découvrir la vie sous toutes ses facettes. Et pour découvrir la vie sous toutes ses facettes, le premier instrument, c'est moi. Donc c'est me tester sous toutes les facettes, d'où le voyage. C'est-à-dire... je vais aller en Bolivie, je vais aller au pôle sud, je vais aller à 6000 mètres d'altitude, je vais aller plonger sous l'eau, je vais voyager sans rien, je vais dormir chez des gens. Tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe si la même personne change drastiquement d'environnement, et je découvre en fait que, par exemple, dans la famille, ça veut dire quelque chose en France, ça veut dire complètement autre chose au Brésil. Une journée bien remplie, c'est pas la même chose en Corée. Le froid, c'est pas la même chose au Groenland, le mot froid. Et donc en fait,
ben, ça me permet d'enrichir ma vie. Ça, c'est une façon. La photo, c'est une autre manière. C'est-à-dire que la photo, pour moi, un appareil photo, c'est ce qui permet de créer deux choses, de créer du beau ou du souvenir, ou un témoignage. Et en fait, c'est universel. Tout le monde a besoin de beau et ou de souvenirs. Je me suis retrouvé à documenter des trucs dans des mines en Bolivie, je sais pas où. J'ai fait des photos de François Hollande dans son bureau. Chose que j'aurais jamais imaginé, tu vois, genre qu'est-ce que j'irais moi faire à l'Élysée, tu vois, enfin même pas pensable. Mais là oui, pour un reportage envoyé spécial, ils avaient besoin de photos pour TéléZ et ils m'ont pris moi et voilà, je me retrouve dans le bureau, tu vois. Improbable. Donc, ultra improbable. Et puis je me la suis bien raconté auprès de mes potes. Ah, tu m'étonnes. J'étais genre je vais photographier le président dans son bureau. T'en as culturé pour ça. Hein. Après, une autre façon de le dire, c'est oui, j'ai fait des photos pour TéléZ. C'est moins sexy. Il s'avère que avec tout le respect qu'on a pour TéléZ. Mais effectivement, c'est pour faire la vignette du programme, tu vois. Mais c'était ça. Mais on s'en fout. C'était ça. Bon, moi, ça me va très bien. Et donc, le management, pour moi, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. Ça participe à la même logique de me dire, OK, moi, j'ai une façon de fonctionner. Si j'espère que quelqu'un qui bosse dans mon équipe fonctionne pareil, je vais me bouffer les dents parce qu'il n'y a pas deux personnes qui marchent pareil. Il y a des schémas que je commence à voir arriver, mais c'est même pas systématique. Quelqu'un qui peut monter en pression et, je sais pas, craquer sur un truc ou s'énerver sur un truc ou au contraire se noyer dans un type de tâche ou se disputer avec un type de personne. Je pense que j'ai pas d'enfants, mais je pense que le jour où j'aurai des enfants, je découvrirai ça d'une manière. Et quand tu as une entreprise avec toute une équipe, tu le découvres d'une autre manière. Quand tu as des clients, tu le découvres d'une autre manière ou des fournisseurs. Pour moi, c'est passionnant. Ça participe à une découverte de toutes les manières de vivre la vie. Ouais. Vivre chez des gens dans le monde entier, manager des gens. C'est la même logique de comprendre autrui. Comprendre le fonctionnement déjà de l'être humain, déjà le tien, et après de comprendre les autres. Je pense que tu peux pas comprendre le fonctionnement des autres si déjà t'as pas compris comment toi tu fonctionnes. C'est le premier maillon de la chaîne d'essayer d'au moins te comprendre toi-même, comprendre tes réactions, ta façon de faire, etc. Et après, effectivement, d'essayer de comprendre les gens et de comprendre leurs mécanismes. Qu'est-ce qui fait que justement ils s'embrouillent avec un tel et un tel. C'est pas forcément des trucs dramatiques en soi, mais effectivement, toi en tant que manager, faut un peu comprendre ça pour mettre toutes ces petites gouttes d'huile un peu partout dans la machine pour que le truc fonctionne. Et tout à l'heure, tu parlais de Tony Robbins. Donc ça aussi, c'est la même logique. C'est pour ça que je suis allé voir Tony Robbins. Là, en gros, moi, je fête mes 40 ans cette année. Donc bienvenue au club. Ok, merci. Donc, en fait, je les ai déjà fêtés. Donc, ça y est, je suis un ancien. Ça y est, c'est fait. Moi, j'ai encore un peu de temps. Ok. Bientôt, mais écoute, ça y est. Tu vas voir, ça se passe signé, bien. Le réveil le lendemain est plus dur que... Non, ça change rien. c'est dans la tête. Enfin, c'est ce qu'on se dit. En tout cas, maintenant, je suis obligé de dire ça, en tout cas. Et je m'étais dit, ok... Tony Robbins, c'est le meilleur, le plus connu. C'est le plus connu en tout cas. Coach mindset au monde. Le mec il fait 2 mètres. Il a une voix comme ça. Il a, selon lui, inventé le développement personnel il y a 40 ans. Vrai ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une figure notoire. Il est assez incontournable, effectivement. C'est un dingue. L'événement, en fait, c'est à Miami. T'as 2000 personnes dans une pièce, donc 2000 personnes, c'est énorme, c'est dingue. 2000 personnes, en gros, on a passé 6 jours dans ce séminaire et tu dois tout le temps aller faire des trucs en groupe avec une personne, avec d'autres personnes. 2000 personnes, c'est quoi? C'est pendant 6 jours, tu retombes jamais 2 fois sur la même personne. Tu fais que de voir des gens et tu dis putain, ça fait 5 jours que je suis dans cette salle, je n'ai jamais vu cette tête. Pourtant, un mec, tatouage de la tête aux pieds, grosse barbe, chapeau rouge. Tu peux pas passer à côté normalement. Je l'ai jamais vu. Putain. Tout le temps, non-stop. Donc c'est vraiment beaucoup de monde. Et ça, c'est en présentiel. Et sur Zoom, il a 5000 personnes. Donc c'est 7000 personnes. Le mec a craqué le game, quoi. 5000 personnes sur Zoom pendant 6 jours. Et donc, truc de malade. Et en fait, son intention, alors il a plein de formats différents. Il a des trucs sur l'amour, sur le management, sur le business et tout. Celui-là, c'est comment il l'appelle? Date with Destiny. Destiny, c'est le plus gros truc, ça. C'est le mastermind du. C'est le flagship. C'est le flagship. Et en gros, c'est celui qui a fait je crois, c'est celui qui est passé sur Netflix. Exactement. C'est celui de Netflix. Et donc, en gros,
la promesse, c'est le pitch, c'est on est tous venus sur Terre pour quelque chose. Tu vois, on est tous différents, on a tous une vocation, un rêve vraiment enfoui. Premièrement. Deuxièmement, tout ce qu'on fait est entièrement dicté par notre système de valeurs. Par exemple, si en 1, tu as l'amour, c'est pas du tout la même vie que si en 1, tu as le succès. Ouais. Et si tu as amour-succès ou succès-amour, c'est pas la même vie. C'est pas la même vie. Ouais. Donc, en gros, il te fait... Alors, il y a une 60aine d'exercices pendant les séjours, mais il te fait identifier tes valeurs, dans quel ordre, positives et négatives. Par exemple, négative, si tu évites à tout prix le danger, ben, tu n'as pas la même vie que si tu évites le conflit, par exemple. Ouais. Donc, c'est quoi tes positives et négatives values? Il te le fait identifier. Ensuite, il te fait identifier c'est quoi... Alors, il te fait ensuite identifier dans ton couple comment l'autre te complète et qu'est-ce que ça dit sur toi. Parce qu'en général, on attire des personnes avec qui on s'oppose sur certains trucs et que ça peut nous énerver et en fait, ça peut cristalliser toute notre vie de la même mauvaise façon. Il y a des gens, ils sont en couple et en fait, toute leur vie, c'est genre ah, mais je suis pas heureux dans mon couple, je suis pas heureux dans ma vie de famille, du coup, je suis pas heureux dans ma vie. Il regarde que l'aspect négatif du truc. Ouais. Donc, déjà, il fait énormément de bien, Tony Robbins, à toute la salle en expliquant aux mecs. Il explique les hommes et les femmes sont deux espèces différentes qui n'ont rien à voir. Ouais. Donc les mecs, on se comprend, on est tous pareils. Les filles sont bizarres, mais c'est normal. Et ensuite, il dit aux filles, les filles, les mecs, cette espèce de brute à votre maison qui pourrait être violent, qui pourrait tout casser, vous l'avez dompté, il est chez vous, mais c'est une autre espèce, c'est un animal. Ouais. Et donc, il le dit avec beaucoup d'humour et beaucoup d'amour aussi, parce qu'il est stratosphérique en termes de paternel, bien-être, beaucoup de sympathie et tout. Mais voilà, il nous réconcilie avec nous-mêmes et avec le sexe opposé. Enfin, tous les couples dans la salle retombent amoureux de leur partenaire. Ouais, il essaie de redécrypter le truc, de dire voilà, vous n'êtes pas pareil, mais finalement ça se complète. Vous êtes indispensable. Ouais. Et en gros, il dit... alors, il va un peu à l'inverse de la tendance actuelle, un peu woke, certains l'appellent woke, tu vois. Et lui, il dit non, les femmes, alors, on n'aime pas, tu vois. Mais je dis juste ce que lui, il dit. Il dit, les femmes, vous voulez un mec viril qui s'affirme. Les mecs, vous voulez une femme sensuelle. Et alors, il explique ensuite avec toutes les façons de voir sa sexualité, parce qu'il n'y a pas que les couples hétéros et tout. Ouais. Mais bon, ça dure une journée complète, c'est assez long. En gros, il réconcilie tout le monde avec tous les types de sexualité, tous les types d'amour et tout. Et à la fin de la journée, tu te sens ultra bien. Et il dit, OK, maintenant qu'on a fait ça, je vous ai réconcilié avec votre moitié. Tu sais ce que tu veux faire de ta vie. Tu connais ton système de valeurs. Maintenant, on va identifier quel est le système de valeurs qu'il faudrait pour vivre la vie que tu as décidé. Tu veux devenir le meilleur photographe au monde et en 1, tu as le succès. Est-ce que tu peux vraiment devenir le meilleur si tu vises le succès? Est-ce que tu ne serais pas meilleur si tu mettais de l'amour en premier? Par exemple. Ouais. Parce que si tu fais les choses avec succès, ça se voit. On a eu un Premier ministre il y a quelques années qui aimait beaucoup le succès et du coup il a été détesté par tout le monde et dès qu'il parle maintenant tout le monde se moque de lui. Et alors que si tu fais les choses avec amour, tu as plus de succès. Ouais. Tu peux pas avoir le succès si tu vis le succès, tu peux l'avoir si tu vises l'amour. Par exemple. Ouais, c'est plus une conséquence. Le succès est une conséquence. Succès, ouais. Si tu le vises, ça pue, les gens ils aiment pas et ça se ressent et ça manque d'authenticité. Ouais. Et le succès, tu l'as parce que tu donnes de l'amour et qu'on veut t'aider en fait. Le succès, tu l'as parce qu'on te porte aussi. Ouais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat en fait. C'est au départ, tu le fais parce que tu résous un problème, pas parce que tu veux absolument craquer le code. Exactement. Et parce que tu as résolu un problème et qu'il s'avère que t'étais pas le seul à l'avoir et qu'il y en a plein d'autres qui l'ont et qui se disent ah ouais, en fait c'était ça la solution, que le succès arrive. C'est exactement ça, le pont parfait, exactement. Et donc du coup, il nous fait bosser sur ce truc-là. Et une fois qu'on l'a bossé, qu'on a redéfini, ok, mon but dans la vie c'est ça, mon système de valeurs dont j'ai besoin c'est ça, les valeurs que j'ai aujourd'hui qui m'empêchent de réaliser ma vie sont celles-là, et ben on fait des exercices corporels presque mystiques, de hurler les valeurs qu'on veut sortir, de presque s'insulter, genre t'es un tocard, t'es un abruti avec ta valeur. Non, en fait c'est toi qui dois le dire, tu dis genre ça, ouais j'en ai marre d'avoir en 1 comme valeur le succès, je suis vraiment un abruti, ça m'empêche de vivre parce que comme j'ai le succès en 1, et ben ça gâche ça dans ma vie et si je continue il va manquer ça. Et tes potes en face, ils font genre non mec, tu m'as pas convaincu, refais-le. Putain. Et là tu gueules, et tu dois le faire pendant une demi-heure, une heure, t'as plus de voix à la fin. Et en fait ça rentre dans tes cellules et à la fin tu ressors avec une énergie de malade.
Et moi, franchement, ça a changé ma vie. Hein. Je suis revenu en France avec une motivation de dingue, une clarté. T'as toujours les effets plusieurs mois après, là. Ouais, parce que tu décides des trucs et tu fais il y a plein de choses que tu fais plus au hasard. Tu vois, genre même par exemple, un truc qui pouvait m'arriver, c'est que j'adore bosser, tu vois, et je peux négliger les temps intimes que je peux avoir avec ma copine, tu vois. Genre, est-ce qu'on fait un resto, un truc comme ça, genre, ah, mais attends, j'ai pas le temps de faire un resto, de voir des potes parce que je dois livrer ça ou faire ça. En fait, là, j'ai compris que non. En un, c'est ton bien-être, c'est ta vie de couple, c'est l'amour, tes amis et tout. Mais c'est pas juste j'ai décidé que j'allais me faire des restos avec ma copine. C'est dans tes cellules, tu comprends en quoi ta vie elle est ratée si tu fais que bosser. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais tu le décides, tu le côté comprends. Matrix, pardon. T'as pris la pilule rouge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, j'en ai pris quelques-unes des pilules rouges depuis 10 ans, mais entre changer de métier, voyager dans le monde entier. Mais ça en a été une. Finalement, c'est un accélérateur du truc. T'en as d'autres. Hein. T'as David Laroche, Franck Nicolas, des gens comme ça qui font à peu près le même délire. Tony Robbins, c'est la quintessence du truc. C'est un accélérateur de prise de conscience, en fait. Moi, je crois beaucoup dans les mentors. Tu vois, plus jeune, jusqu'à il y a 10 ans, on va dire, en tant qu'artiste, j'avais une conviction. Je voulais absolument pas lire, pas regarder les autres photographes, pas écouter ce qui se fait comme musique, en me disant, si je regarde pas ce qui se fait, je vais être capable de produire des choses jamais vues. Tu vois, quand tu es jeune et que tu veux changer le monde et que tu penses que... Donc, tu crois que tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est à l'époque. Et en fait, à un moment, j'ai commencé à me rendre compte de l'importance que ça pouvait avoir d'avoir un peu d'humilité. Waouh, je me suis coupé la langue en disant ça. D'avoir un peu d'humilité et de dire, ok, lui, il a cassé le game, il a 20 ans, 30 ans d'avance d'un niveau que je n'atteindrai peut-être d'ailleurs jamais, et de se dire, ok, je veux apprendre à ses côtés pour voir ce qu'il peut infuser. Et donc en fait, je l'ai fait en photo vers 2016-2017. Je suis allé rencontrer une dizaine de photographes qui m'inspiraient énormément dans le monde entier. C'est le truc qui m'a permis de passer vraiment pro. Je faisais des photos bien, j'en vendais, mais là c'est ce qui fait que j'ai pu monter un studio aujourd'hui, de comprendre les meilleurs mondiaux. Qu'est-ce qu'ils font, quoi. Qu'est-ce qu'ils font que j'ai pas compris. Et globalement, j'ai compris qu'ils faisaient beaucoup plus simple, qu'ils avaient justement une signature, qui voulait raconter quelque chose, qu'ils avaient quelque chose qui vibrait au fond d'eux, que c'est ça qu'ils voulaient exprimer dans leurs photos, et qu'ils n'essayaient pas de faire des photos de mariage et des photos de packshot et des photos de trucs. C'est rationaliser un peu les choses, quoi. Ils avaient un truc, devenir expert dans un truc, et enfin sans forcément un seul truc, mais déjà de commencer par un et de te dire, déjà une fois que je fais ça du mieux possible que je peux faire, c'était pas français cette phrase, du mieux possible, en tout cas au maximum, de pousser le curseur le plus loin possible. Après tu peux te consacrer à un autre truc, mais déjà c'est de pousser le premier à fond, quoi. Et d'un point de vue technique, et surtout d'un point de vue concept, c'est-à-dire quand par exemple en photo de mode, est-ce que tu as un truc à raconter ou est-ce que tu shootes juste des photos de fringues? Si tu shootes des photos de fringues, ok, mais si par exemple tu shootes par exemple, j'avais vu Vincent Peters, qui est un très grand photographe de célébrité. Vincent Peters, il m'expliquait, il me dit, il m'en parle pendant quasiment 1 heure de sa vision de la femme qu'il essaie de shooter. Pas pendant 1 minute, 1 heure. Et c'est pas genre, je cherche à photographier des femmes belles ou je sais pas. C'est genre, non, moi, mon enfance, c'est que ma mère, c'était la femme italienne avec du caractère. Elle m'impressionnait. Et en fait, moi, je cherche à shooter cette femme italienne qui a du caractère, qui est intemporelle. Et mon père était passionné de cinéma, mais il m'a toujours méprisé. Mais il était passionné de cinéma en éclairage 3 points. Et donc, du coup, je shoote en éclairage 3 points pour essayer de shooter cette femme italienne, à la vision de mon père, mais j'en serais jamais satisfait parce qu'il est décédé trop tôt. Et du coup, il met de la musique de cinéma super fort, mais du coup, ça fait des émotions. Et les filles, elles pleurent sur le set. Et en fait, il y a tout un truc lourd, très positionné. Et là, j'ai fait genre, ah ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça que ça représente d'être un photographe de niveau mondial, en fait. C'est pas juste j'ai fait à la manière de. C'est genre, il a un délire dans sa tête et une obsession. C'est un artiste, c'est un tout, quoi. C'est marrant parce que tu parles de la musique, etc. On a bossé avec dans mon job avec le Turc. Et
dans son lui, j'imagine setup. mettre la musique à fond, lui. Alors, elle est pas forcément à fond, mais c'est une musique bien particulière, mais dans un mood où c'est une espèce de musique de film chelou, mais magnifique en même temps. Mais t'es dans un espèce de, dans une espèce de jeu vidéo, tu vois, où t'es dans une espèce d'intrigue et presque. Moi, j'ai encore les images de ce tournage où tout est au ralenti presque, et parce que t'as cette ambiance et il a besoin de ça. J'adore. Pour se conditionner lui, mais il dit, et en même temps ça conditionne les modèles, ça met tout le monde dans le mood, et effectivement t'as cette espèce d'atmosphère et qui du coup ressort sur les photos quoi. Bah à 100%. Et donc ça tu vois c'est les trucs que j'ai pu découvrir avec ces photographes là, c'est que ils ont chacun des délires incroyables, mais il y a des points où ils se ressemblent. J'en sais rien sur ils vont pas shooter 10 000 photos, il va y en avoir quelques-unes, tout va être extrêmement bien organisé, c'est pas à l'arrache, ils ont certains membres dans l'équipe que tout le monde a les mêmes membres d'équipe, il y a des matos qu'ils ont pas, des matos qu'ils ont, et en fait en faisant ça j'ai gagné une carrière entière je pense, c'est-à-dire que j'aurais pu me rendre compte de certains trucs à 70 ans et je les ai vus à 30 ans ou 35 ans et donc j'ai pu littéralement changer en un an toute ma manière de bosser, de réfléchir, de philosopher sur la photo et du coup décider ce que je voulais exprimer en photo. Et c'est ce qui fait aujourd'hui du coup quand je veux bosser avec des marques, il y en a plein qui disent non parce que c'est pas le délire, et il y en a plein qui disent ok c'est lui ou personne d'autre, c'est ça que je veux, parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Et la même chose en business. Donc la même chose en business, donc là j'ai fait pendant la période du Covid, quand on a réussi à se relever, je me suis inscrit dans des masterminds pour bosser avec d'autres entrepreneurs et step up, comprendre comment on manage, comment on gère ses finances, comment on investit, quel risque on prend, quel risque on prend pas, plein de trucs de mindset. Et il y a une autre voie qui est le développement personnel. Alors il y a plein de gens qui aiment pas ça, ils trouvent que c'est un peu des trucs de secte ou je sais pas quoi. Moi je trouve que ça devrait être obligatoire, je pense. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est tout l'objet un peu de Mindways et l'optique de ce truc-là, de montrer aux gens que oui, même si ça peut paraître chelou, parce qu'il y a des trucs ça paraît chelou. J'en parlais tout à l'heure avec Eve, le design humain au départ, t'es là, t'es en mode wow, mais ça a l'air. Tu donnes ta date de naissance, l'heure à quelqu'un, le mec te raconte ta vie. Et là tu fais ok. Et juste parce que c'est un thème, je sais pas quoi, machin, et t'as une espèce d'algorithme derrière qui traite, et tu te dis, mais alors après, est-ce que c'est des biais de confirmation? Peut-être, mais en attendant, ça répond à un certain nombre d'éléments où tu te dis, quand même. Et donc, on a une espèce de fonctionnement à la base, et ce que dit Tony Robbins, c'est effectivement, on n'est pas venu pour rien. Je pense qu'effectivement, on a tous entre guillemets, une raison d'être, et un mode de fonctionnement qui est lié à notre passé, à notre enfance, à toutes ces valeurs, etc. Et c'est ce qui ressort sur certains artistes. Et je pense que sur les artistes, c'est exacerbé. Parce qu'ils ont ce côté, je pense, d'accepter leurs émotions d'une certaine manière, ou en tout cas, ou de les combattre, au contraire. Mais du coup, c'est exacerbé. Et souvent, quand tu regardes des artistes, il barge, lui. C'est souvent un truc qui revient en mode, il y a un truc qui est chelou. Mais en fait, ça sort et ça génère des trucs. Quoi. C'est vrai. Donc, Ouais, c'est vrai. Et après, sur le développement personnel, t'as deux gros aspects. T'as le côté donc human design, c'est dans la même catégorie que la voyance ou les trucs comme ça. Il y a un côté mystique. C'est un peu mystique, Moi, c'est pas mon délire. Après, t'as des trucs plus terre à terre, hein, genre la méthode DISC, des tests de personnalité, etc. DISC, par exemple, il est génial. Le DISC, on le fait faire à tous les gens qui rentrent chez nous, où t'as 4 couleurs, jaune, rouge, vert, bleu, et ça te dit, pour caricaturer, est-ce que t'es influenceur, communicateur, bavard, ou alors est-ce que t'es bourrin, rentre dedans, minimaliste, efficace, en mode rouge, est-ce que t'es très organisé, structuré, en mode bleu. Ça c'est pas mystique, c'est très concret. Et en fait moi je trouve que ça donne une puissance de lecture de la vie, de soi déjà, de ses émotions, de son quotidien, et ça permet de prendre des décisions, quoi, de dire franchement je veux mettre toutes les chances de mon côté pour vivre plus vieux, et je sais comment m'y prendre. Je veux mettre toutes les chances de mon côté pour rendre les gens heureux autour de moi, être capable de comprendre quand quelqu'un va mal, pouvoir l'aider, alors sans être médecin ou psy, bien sûr, tu l'envoies chez un professionnel quand il faut, mais il y a des manières de parler aux gens qui font que tu fais aller les gens autour de toi beaucoup mieux. Tu fédères plus facilement si tu comprends comment ils fonctionnent. Exactement. Et ça, c'est clair. Et c'est un critère, genre le disque, tu dis, je le fais passer à tous les gens qui arrivent dans l'équipe. Ça peut être un critère rédhibitoire. Genre, le mec, il est trop dans une couleur.
Alors, moi, je suis bien placé pour le savoir. Je suis Toi, t'es rouge-bleu ? je suis 93% rouge. Et un petit peu bleu derrière. Et pas mal bleu aussi. Okay, ouais. Mais le plus gros, c'est rouge. C'est 93%. Le truc, c'est un bourrin. Mais d'un autre côté, tu vois, le fait de le voir sur le papier, à un moment donné, t'acceptes le truc. Tu dis, bah, ok, je suis comme ça. Et oui, c'est pas grave. Et en fait, ça permet même entre collègues. Tu vois, alors, nous, on a une spécificité, c'est que la personne qui bosse depuis plus longtemps avec moi, c'est mon frère. Donc il y a James qui bosse ici, et ça a quand même été problématique au début, surtout quand on a commencé à grossir la boîte, d'avoir des gens qui arrivent. Et avec James, on pouvait avoir de la tension, lui et moi. Genre, tu vois, quand t'es frère et que moi je lui dis, genre, James, faudrait faire ça peut. Ouais, ça crée une relation déjà chelou. Il peut se passer des trucs. Ouais. Et ça pouvait nous arriver de sentir bouillonner à l'intérieur et de ne pas comprendre pourquoi. Et le disque nous a fait comprendre. Lui, il est bleu. Moi, je suis rouge. Et en fait, un rouge, il va vouloir que ça aille vite, il va vouloir bourriner. Le bleu, il est carré, c'est organisé. Donc, James, par exemple, il va avoir. On va se mettre d'accord sur des trucs sur les 3 prochaines semaines. Il va organiser tout son calendrier. Et moi, je vais arriver et je vais tout foutre en bordel. Genre, attends, il faut que ça passe en prion. Et lui, ça le rendait ouf. Mais quand tu le sais pas, eh ben, tu peux passer ta vie à te disputer avec des gens. Ouais. Quand tu le sais, tu dis attends, ok, moi, je suis rouge, mais lui, il est bleu. Donc, James, je te dis, voilà les urgences, je te laisse le réorganiser si c'est faisable, sinon tu me dis. Et en fait, on communique, on s'énerve plus maintenant, tout est fluide. Mais pour répondre à ta question, non, il n'y a pas pour moi un test qui est rédhibitoire. Alors, on en fait faire plusieurs, on en fait faire 3. On fait faire le disque, le MBTI, qui est très très bien aussi. Et il y en a un autre qu'on fait que aux gens qui rentrent chez nous, parce qu'il est payant et il est assez cher, tu vois, il vaut 60 €. Donc, c'est le Strength Finder. Je ne connais pas celui-là. Gallup, sa classe. Ah, c'est le Gallup, oui. Ouais. Sa classe, c'était 37 forces en entreprise, de là où tu es le meilleur au moins bon. Et alors, moi, ces tests, je m'en sers pour me dire, ok, est-ce que le profil est cohérent par rapport au poste et par rapport au reste de l'équipe? Donc, genre, si dans une équipe, on n'a que des rouges, c'est chaud. Si j'avais quelqu'un qui re-rouge pour dans la même team, je pourrais peut-être me dire, non, il me faudrait plus un vert. Ou si j'ai un mec qui doit, un vendeur qui me dit qu'il est pas jaune, je vais me dire ok, donc, et qu'en plus au MBTI il est introverti, je vais me dire pourquoi pas, je veux bien le voir en entretien, mais c'est mal barré. Ouais. Mais à voir, peut-être qu'il est très carré, très structuré, mais ça me donne juste un indice. Sur le papier, tout, il coche pas les cases, quoi. Enfin, il coche pas les cases. Ça donne un profil. Ouais, ça donne un profil qui est pas forcément le meilleur. C'est comme si tu dis ok, je veux faire le Paris-Dakar en 4L. Donc tu dis c'est pas fait pour, mais après il y a des gens qui font une course de 4L pour le Paris-Dakar. Ouais. Donc c'est possible. Mais c'est juste il faut savoir que tu as une 4L pour le Paris-Dakar. Il faut juste être au courant. Ouais. Donc là ça me donne des indices sur la personnalité qui va venir. Ouais, et ça te permet aussi de. Alors là en l'occurrence toi c'est sur quelqu'un qui va arriver, donc ça te permet d'être sûr de ton recrutement. Enfin sûr, tu n'es jamais sûr, hein. De toute façon c'est de l'humain, donc c'est pas une science exacte, mais en tout cas de mettre le maximum de chances de ton côté. Est-ce que ça t'arrive aussi de réorganiser du coup complètement l'organisation, soit parce que ce nouvel élément potentiellement va être plus fort qu'un autre dans une tâche, et que du coup tu dis bah en fait je l'avais recruté pour un poste, mais finalement ça va peut-être être mieux de faire un switch et de te dire de voir si tu réorganises toute ton équipe parce que ce nouvel élément qui arrive change. Je dis ça parce que tu es sur une structure d'entreprise peut-être plus souple qu'une très grosse boîte où en général tu postules pour un poste, tu rentres dans le poste. Je pense que tu as peut-être plus de souplesse ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, de te dire peut-être je vais faire le bon switch pour pouvoir avoir le meilleur au meilleur endroit, quoi. Nous on a commencé à recruter beaucoup il y a 2 ans on va dire, et j'ai recruté mais arrêté aussi beaucoup. Donc on a eu peut-être 20 ou 25 personnes qui sont passées par chez nous, notamment parce qu'au début je ne savais pas recruter, donc j'ai fait plein d'erreurs et pour l'autre et pour moi. Des moments où j'ai laissé rentrer des personnes qui n'étaient pas un bon fit, des moments où il y a des personnes qui nous ont rejoints et c'était à moi de voir que... on a eu franchement beaucoup de cas, et à chaque fois j'ai appris. Et au début, c'est vrai qu'on était très flexible au point où je faisais des recrutements sur le talent, et si la personne elle était talentueuse, elle venait et on voyait ce qu'elle pouvait faire. Je le ferai plus. Aujourd'hui, j'essaie plutôt de fonctionner dans l'autre sens, d'avoir une vision stratégique. Exemple, en ce moment, on est en train de vouloir relancer l'académie et la chaîne YouTube. Donc là, cette fois-ci, on va le faire pour de vrai. On veut lancer une vidéo par mois
on a 8 vidéos prêtes, donc on a 8 mois d'avance. Donc là, cette fois-ci, on a les épaules pour le faire. Mais j'ai recruté la personne qu'il faut. Et là, je suis en train de recruter précisément la personne qui va faire les Reels pour teaser les vidéos YouTube. Ouais. Donc cette personne-là pourrait migrer un petit peu. Par exemple, si je me dis, OK, il est là pour les Reels pour YouTube, il est quand même très fort pour les Reels, il pourrait être vendu ces Reels, on va le mettre aussi un peu sur le studio. Ouais. Voilà, là oui. Après que lui tu vas faire des moves inter-entreprises finalement, plus que inter-poste. Ouais. Parce que lui qui passerait CTO, genre directeur informatique, j'y crois moyen. Ouais. Et au niveau des compétences et au niveau de... Et là, c'est un truc que j'ai appris aussi, c'est que ça m'est arrivé de convaincre des gens, comment dire, les gens en entretien, ils te disent exactement ce qu'ils veulent. Oui, et ça m'est arrivé de changer leur état d'esprit. Par exemple, de dire, mais mec, non, regarde, si on faisait ça, on pourrait faire ça, et ton poste, ce serait ça. Et je suis assez bon pour convaincre les gens. Donc ça m'est arrivé d'avoir des gens qui disent, vas-y, tu sais quoi, go, on tente le challenge. Tente le coup. Mais en fait, au bout de 6 mois, il revient à ce qu'il voulait au début. En fait, les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Et normal, on sait tous ce qu'on veut. Un peu comme Tony Robbins qui te dit, t'es venu sur Terre pour quelque chose. Pour un truc, ouais, et les gens te mettent d'autres valeurs dans ta tête, mais tu les as spontanément, tes valeurs. Donc pour moi, le but d'un entretien, le but des tests de personnalité, c'est de comprendre comment tu es pour de vrai. Et le but des entretiens, c'est surtout, moi, le dernier entretien, je dis toujours aux gens que j'ai en entretien, je leur dis, OK, t'es arrivé là, donc bravo, tu as gagné. Tu es à l'entretien, tu as eu le truc. Maintenant, je te propose de baisser les armes et de vraiment me montrer qui tu es. Quoi. Dis-moi vraiment ce que tu veux, ce que tu es. Moi, je vais te dire la même chose de mon point de vue. Comme ça, on gagne tous les deux du temps parce que le challenge peut être, une fois que tu as décroché l'entretien, de vouloir avoir le job, mais ça se trouve, ça va pas être bon pour toi. Ça va pas être bon, ouais. Donc maintenant, bravo, tu as gagné, tu es là. Donc félicitations. Maintenant, on met carte sur table et on le fait pour voir si on va bien bosser ensemble. Ouais. Et là, les personnes, elles te disent, non, mais en fait, en vrai... Moi, je ferai ça pendant 1 an et en fait, j'imagine ça derrière. Et du coup, derrière, à moi de me dire, OK, est-ce que j'imagine le truc pendant 1 an, la personne, et ensuite elle change ou est-ce qu'au contraire, j'imaginais quelqu'un pendant 10 ans engagé voilà, donc c'est ma façon de voir le truc. Et donc, de moins en moins, je fais des postes ultra flexibles qui vont dans tous les sens. Ouais, c'est plus carré et tu sais que ça fit bien, quoi. Bah, sinon, c'est trop de travail pour moi. Ouais. Et du coup, je peux plus faire mon travail. Parce que le truc aussi que j'ai découvert, c'est que plus je recrute de gens, moins j'ai de temps pour faire mon taf. Ah, tu fais plus de management. Au début, je pensais que si je recrutais plein de gens, j'aurais de plus en plus de temps. Et au bout d'un certain temps, genre, si je sais faire 10 trucs et je recrute 10 personnes pour faire une personne chacun pour chaque truc, ouais. Je pensais qu'à la fin, j'aurais plus rien à faire. En fait, c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup plus parce que tu as des nouveautés qui arrivent, tu as des dynamiques de groupe. Et puis, en fait, la boîte accélère. C'est-à-dire que ouais, puis c'est humain. Maintenant que tu as 10 personnes, tu te dis, je peux en faire 10 fois plus. Il y a ça. et du coup... Pour donner un exemple, moi, j'avais une signature pour faire mes films. Donc, je faisais mes films tout seul, homme orchestre, tout le truc. J'ai recruté des gens qui sont meilleurs que moi sur plein d'aspects. Un monteur qui va être meilleur que moi. Et en fait, sur tous les aspects, un motion designer. Et donc, en fait, c'est que des gens qui sont meilleurs ou qui sont différents de comment je ferais. Mais je tiens pas à ce qu'on fasse exactement à ma manière, je tiens à ce que ce soit bien fait. Oui. Et si tu veux le faire autrement, c'est OK pour moi. Mais donc, ça fait qu'en fait, on est capable de livrer des projets que j'aurais jamais été capable de livrer seul. En qualité, en finesse et en temps, en volume, en nombre de projets. On est sur 20 projets en même temps. Et donc, toutes ces choses-là, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais pour la bonne personne au bon endroit. Ouais. Et le côté, j'ai pris 10 personnes pour pensant pouvoir avoir du temps et finalement non. Et sur le fait que si je prends que des gens qui sont mobiles, ouais. ça devient encore plus de travail pour moi, de RH en fait, de me dire OK, lui, je l'ai pris là, mais il aimerait bien bouger là. Mais si je le mets là, il y a lui qui va... Voilà, j'essaie de le faire plus simple, plus structuré, plus carré, plus clair dès le début. Au lieu de dire on verra plus tard, t'inquiète, c'est cool, je préfère tout de suite dès le début maintenant dire, alors que c'est pas ma personnalité de base, mais dire écoute, je vais être transparent, tes missions c'est ça, les objectifs c'est ça, et ton poste il est comme ça au moins pendant 6 mois, et on peut discuter ce point dans 6 mois. Ouais. Pour le bien de tout le monde, c'est plus clair pour l'autre, c'est plus clair pour moi, et c'est mieux pour la boîte, c'est mieux pour les clients, c'est mieux pour tout le monde. C'est un peu moins cool, c'est un peu moins ma vision cool que j'avais en tant qu'aventurier. C'est plus rationnel aussi, et à un moment, d'autant plus que là, tu as 5 boîtes. Ouais. Tu peux juste nous dire les 5, qu'est-ce qu'elles font, qu'on ait un peu une idée, parce que
t'as 5 boîtes, c'est les mêmes personnes qui bossent pour les 5, ou il y en a qui bossent que dans une, deux. Non, on a des catapultes pour le Puy du Fou, de la purée de carottes. Cool. Des petits pois. On pourrait lancer la purée de carottes avec des catapultes, avec des lance-pierres. On a la grosse boîte, c'est le studio. Ouais. Donc c'est une boîte où on fait des pubs pour des grosses boîtes. Donc on a une centaine de projets par an. On a l'académie où on forme des gens à faire à peu près la même chose que nous, devenir photographe ou réussir sur les réseaux sociaux. Donc je leur montre un peu ce que je sais faire. Ouais. Et puis tu chopes ce que tu y arrives, et puis il y en a qui arrivent à devenir pro. On a une boîte où on va faire les reels pour les gens. Donc c'est Six Up. Et là on va par exemple dans des salons de coiffure et on envoie nos équipes, sauf qu'au lieu de vendre une grosse pub, on a processisé une manière de faire nos reels et on te vend un package de 30 reels. Ouais. Et on vient une demi-journée et boum, on te fait les 30 et toi t'as de quoi faire pour un mois, quoi. C'est ça. Donc on a fait 2000 reels l'année dernière avec cette boîte. Moi je suis toujours photographe, donc j'ai artiste-auteur. Ouais. Donc sur cette boîte, je vais moi-même faire des photos pour la boîte de prod ou de l'influence. Donc je reste influenceur. Et une autre boîte qui est By6, qui est la holding, qui gère ces 5 boîtes-là et avec laquelle, je suis en train de faire des choses nouvelles que je connaissais pas. Donc, on a embauché une assistante, donc une vraie assistante. Tu vois, pour moi, c'est un truc de grand. De fou, ouais. C'est un truc d'adulte. Donc, on a une assistante. On a un mec qui fait du no-code. Donc, on est en train d'automatiser des tonnes de trucs dans la boîte. Et cette boîte-là, elle fait de l'IMO aussi. Donc, il y a ce lieu ici. Donc, By6, c'est une entreprise qui gère un peu les autres boîtes, on va dire. Ouais, c'est la maison mère, quoi, finalement. Ouais, c'est la maison mère. Cool. Donc voilà en gros. Et donc tous tes employés finalement bossent pour toutes ces boîtes, chacun a des postes clés, plus ou moins. Effectivement, le gars qui fait que les reels, il est plus dans la boîte de reels. Ça aussi, j'ai essayé de le rendre carré. Ouais. Au début, je pouvais embaucher quelqu'un sur une boîte et finalement me rendre compte qu'il était mieux sur une autre boîte. Mais c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour la boîte. C'est même pas carré du point de vue des acédiques, etc. Ouais, donc à chaque fois, il faut faire des déclarations, il faut le changer de boîte. Enfin, c'était un cauchemar administratif. Donc maintenant, je me pose vraiment la question, lui, il va bosser chez qui? Si tu vas bosser sur le Studio Six, tu es embauché par le Studio Six. Si tu risques de bosser sur plusieurs boîtes, tu es embauché par la holding. Ouais, et comme ça tu peux bouger entre les boîtes. Donc maintenant, la fonction admin ou la fonction automatisation, c'est holding. YouTube, pour l'instant, on l'a mis sur la holding parce que ça sert un peu à toutes les boîtes. Tu vois, genre, si les vidéos YouTube, elles font de l'impact, peut-être que ça va donner envie à des gens de nous rejoindre sur l'académie ou à des clients de bosser avec nous sur le studio. Ouais, donc, du coup, ça permet d'éclater. Après, c'est une espèce d'aiguilleur, quoi. Ouais. En fait, moi, ma logique, ça a toujours été de me dire, si un jour il y a un contrôleur, j'essaie de le voir comme ça, pour me dire, est-ce que j'ai bien fait les choses? Je me dis, si un contrôleur il vient, est-ce qu'il va me dire parfait, ou est-ce qu'il va me dire, non les gars, c'est pas carré ça. C'est ma grille de lecture. Donc je me dis, voilà, YouTube, ce serait logique que ce soit sur le studio parce que c'est de la prod, mais on va me dire, oui, mais ça développe l'activité de l'académie aussi. Ouais. Donc je l'ai mis sur la holding. C'est un peu ce genre de logique que j'ai fait. Et donc on a aujourd'hui une immense majorité de gens en prod. Tu vois, 70-80% des gens qu'on embauche, c'est prod. 70-80% des freelances avec lesquels on bosse, c'est prod. Et ensuite, il y a fonction support et automatisation. Je crois beaucoup dans l'automatisation. Ah on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as l'arrivée de l'IA aussi qui arrive. Automatisation, IA, etc. C'est des choses qui vont révolutionner le monde de l'image, notamment. Enfin, on voit tous les images qui sortent aujourd'hui. On voit maintenant qu'ils sont capables de faire des vidéos avec le nouvel outil de ChatGPT là, qui te sort des dingueries. Est-ce que tu sens le vent tourner? J'ai tendance à dire, moi, que c'est un nouvel outil. Et que voilà, t'avais des peintres avant, t'as des photographes qui sont arrivés, ça n'a pas tué les peintres pour autant. Maintenant t'as l'IA. C'est un outil, et je pense que encore une fois, quand tu le connais, t'en as moins peur. Sûr, quand tu le regardes comme ça de prime abord, tu dis waouh, c'est une dinguerie. Et après, c'est comme tout. J'en parlais cette semaine. Les fusées, ça sert aussi bien à envoyer des mecs sur la Lune que faire des bombes, quoi. Donc il y a du bon et du mauvais dans chaque chose. C'est vrai. Toi, tu le vois comment, justement, comme une opportunité, une menace de fou? Pour moi, c'est une campagne de pub entière qui ont été faites à l'IA. Undies a fait une campagne de pub 100% IA. Nous, on en a fait aussi, On a fait une campagne pour un bijoutier où on a modélisé les bijoux, le Groenland, une tempête de neige, et on a fait tout un film comme ça au Groenland sans y mettre les pieds. Donc
Pour moi, l'IA, c'est une révolution, c'est un cataclysme, mais je suis extrêmement content. Enfin, je m'estime, encore une fois, Truman Show, tellement chanceux que ça arrive à ce moment-là dans ma vie. C'est un peu en mode genre, j'ai fait ma jeunesse sans Internet. Ouais. Ensuite, j'ai fait mon adolescence sans les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai fait le début de ma carrière sans l'IA. Et en fait, les trucs, ils arrivent les uns après les autres. C'est un peu en mode un jeu vidéo. Et tu débloques les paliers. Ouais, t'as fini de jouer à ce niveau, tu dis bon, on commence à s'ennuyer, et là, bam, t'as un nouveau truc qui arrive. Ouais. Donc là, quarantaine, boum, l'IA qui arrive. Alors moi, j'ai kiffé l'aventure des réseaux sociaux. Il y avait une vague, j'ai essayé de la prendre, je l'ai prise. L'IA, je peux te dire, on est dans mon agenda personnel. Moi, sur ma semaine, c'est entre 10 et 20% de mon temps. J'estime que en tant que artiste et ou dirigeant, il faut y mettre une part conséquente de ta journée. Parce que l'IA va, je pense, être beaucoup plus talentueuse que n'importe quel humain, mais elle va être au service des humains. Parce que tant que l'humain arrive à la faire à son image, il va essayer de la contrôler, de mettre des barrières. Ouais, il faut le faire avec une certaine intelligence. Enfin, Sauf si, alors, il pourrait y avoir un Elon Musk qui décide de mettre open source les codes et que tout le monde télécharge un chat GPT sur son ordi et que tout le monde puisse le programmer. Là, ça va être débridé. Mais tant qu'il y a des multinationales qui vont le mettre sur une chape de plomb, voilà, ce sera canalisé. Et moi, la façon dont je le vois, c'est un peu comme Photoshop. Franchement, tu as des photographes il y a 20 ans qui faisaient pas de Photoshop. Ben, ils étaient contre le numérique, le Photoshop et tout. Aujourd'hui, l'IA, pour moi, ça permet de faire la même chose. C'est juste que je me dis, moi, je me vois photographe, oui, mais je me vois aussi conteur d'histoire. Ouais. Et quand j'étais jeune, d'ailleurs, tu parlais de peinture, moi j'ai commencé la photo par 10 ans de peinture en fait. J'étais inscrit au club de peinture quand j'étais petit, j'ai fait de l'aquarelle pendant 10 ans. Ce qui m'a exercé l'œil, les lignes, les couleurs, les trucs. Et quand la photo est arrivée, j'ai même pas hésité une seconde, j'ai switché sur la photo parce qu'en fait, genre en 2000, j'ai eu mon premier appareil en 2001 ou 2002, c'était un appareil photo numérique. Truc de ouf, genre tu mettais une carte mémoire, t'avais pas besoin d'acheter des péloches parce que t'es étudiant, tu vois, tu peux pas acheter 10 balles la péloche puis 10 balles le développement. Et j'étais là genre attends, je mets 500 € une fois et ensuite c'est gratuit à vie. Les photos que je veux. Ouais. Trop bien. Et puis en plus, au lieu de faire 4 heures pour une peinture, c'est un clic pour une photo et j'ai tout de suite le résultat. Moi, l'IA, je le vois un peu pareil. Je me dis, ok, ce que je cherche à faire au sein du studio, moi en tant que photographe, c'est changer des vies, changer des façons de voir le monde, inspirer des gens, raconter des histoires, faire comprendre des choses. La photo, c'est un très bon outil. La vidéo, c'est un très bon outil. L'IA en est un. Le motion design en est un. La 3D en est un. Et on a toute la panoplie dans le studio. Et je veux être capable, sur notre chaîne YouTube, d'avoir tout. C'est-à-dire que je veux être capable de aussi bien faire un truc très organique, au téléphone, un peu dégueu, ou d'avoir fait un truc brandé non IA, à l'appareil, bien léché, où je l'ai fait moi-même, ou de pouvoir dire, les amis, j'avais pas mon drone à ce moment-là, mais voilà le truc en IA, quoi. Ouais. Ou même pas le dire, et juste, on sait plus. Ouais, l'intégrer dans le truc, et tu vois plus où c'est. Ouais. Tant qu'on provoque la bonne chose, et dans mes valeurs de base, moi j'ai l'authenticité et la justesse. Donc l'IA, est-ce que c'est authentique? Est-ce que c'est juste? Je me dis que l'IA, c'est un outil. De toute façon, la photo non plus, c'est pas authentique, c'est pas juste. Bah, et puis c'est retouché, c'est... Voilà, et puis c'est un point de vue, t'as raison. Si tu zoomes, tu compresses. Si tu fais grand angle, tu changes les angles. Si tu shootes de là, tu shootes pas de là. Les reporters. Ouais, c'est un parti pris. Hein. Ouais, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc en fait, c'est juste. Je pense que toutes les générations ont vu des grands changements de paradigme, des grands changements de société et tout. Faut juste se dire à quel point je décide de devenir vieux et que le changement m'emmerde. Ou quand est-ce que je décide de rester jeune et me dire ok, ça change, je suis flexible, je m'adapte. Et j'espère que j'aurai la fraîcheur jusqu'au dernier jour d'embrasser les nouveautés qui arrivent. Mais pour moi, je prends ça comme une nouvelle étape du game, quoi. Ouais, c'est un nouvel outil. Puis accessoirement, ça fait gagner aussi beaucoup de temps sur des trucs où t'avais pas de valeur ajoutée. Ah ouais, mais c'est clair. Donc ouais, c'est un truc à appréhender. Je suis assez d'accord. On arrive vers la fin. 2024, ouais. C'est quoi le programme? Alors maintenant, c'est assez carré dans ma tête. Ouais, du coup ouais. 2024, première chose, on va relancer les réseaux sociaux avec mon inspiration initiale qui était ma volonté initiale qui était d'inspirer les gens à vivre la vie de leurs rêves. Je l'ai fait sur Facebook pendant 4-5 ans. Sur Insta au début, là je l'ai perdu de vue depuis au moins 3 ans. J'ai toujours les réseaux sociaux mais je poste presque plus.
Donc on va relancer les réseaux sociaux, apporter énormément de valeur et d'inspiration au premier degré avec de la qualité, et donc voilà, avec vraiment comme ambition d'aider des plus jeunes, tu vois, qui se lancent dans quoi que ce soit, en business, en mindset, en photo, de voilà, être le mentor que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé, puisque pour moi c'est très important les mentors. Donc un réseau social mentor gratuit, full gratuit, voilà. On va lancer aussi, relancer l'académie, mais que l'académie, elle a été lancée à un moment où j'avais besoin de sauver le studio. C'est pas la même énergie que quand ça va bien, et que voilà, c'est pas la même intention, pas la même intention. Donc on va la relancer avec cet angle, en prenant le temps, sur les sujets qui sont importants pour moi, donc création d'image, la création d'image et l'image. Donc réseaux sociaux, community management, etc. Genre quelle est ton image, comment te positionner. Et le studio, on continue. On va continuer le studio. On va essayer de faire un petit x2 cette année, tu vois. Écoute, c'est un beau projet. x2, c'est une belle progression. C'est solide. On va voir si on y arrive, mais ça nous met un cap. Ouais, mais après, c'est un objectif qui n'est pas écrit, c'est un rêve. Donc, si tu l'as écrit, c'est cool. Et puis, qui sait, peut-être un jour des enfants, tu vois. Ah bah écoute. Peut-être. C'est une autre aventure. Tranquillement, je me surprends le samedi matin avec ma chérie à aller au parc à côté, pain au chocolat, café, et puis à regarder les enfants et à trouver qu'ils sont drôles, tu vois. C'est un premier pas. C'est un premier pas. C'est une autre aventure. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ? Je mettrai évidemment tout ça en description. Mais l'endroit central, on va dire, c'est mon Insta, Steven Herteler, avec une orthographe compliquée. STEVENHERTEL2ER. Il y a tellement de E là-dedans dans Steven Herteler que j'ai fait un deuxième réseau social qui s'appelle 6E, S-I-X-E. Donc c'est mon deuxième réseau social, 6. Et puis je suis sur Facebook, Insta, YouTube, toujours avec Steven Herteler. Ok, et ben ça sera mis en description. Steven, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À très bientôt. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sur Escorlware, sur Instagram et X. Retrouve-moi également sur l'Instagram du podcast mindways_fr pour toujours plus de contenu. N'oublie pas que ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés. Reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer tes questions, idées ou suggestions pour de futurs épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer à le partager avec toi. Prends soin de toi et que ton esprit continue à s'épanouir. À bientôt.